Et donc c'est l'occasion de démarrer un débat qui va s'intéresser justement aux indications et aux limites de la prothèse unie. Donc j'appelle sur l'estrade Sébastien Martre, Jean-Louis Prudon, Philippe Néret et Michel Bonin. Et puis on va avoir donc des confrères à distance. Voilà, donc merci Caroline de ta belle communication. Et donc en fait l'idée là, pour essayer de mieux comprendre les indications, de voir jusqu'où on peut les élargir, on s'est dit que le mieux c'était peut-être de le faire à partir de cas cliniques. Et donc on va reprendre des thématiques en dégradant un peu les choses, des choses les plus simples peut-être aux choses peut-être un peu plus compliquées. Et du coup l'idée c'est de discuter ensemble avec nos personnes présentes sur place et évidemment nos VIP qui sont en contact avec nous. Thank you for all to be here. We are very happy to see you. And hello Peter, how are you? Oh. Ok, bon, pour le son, je ne sais pas trop comment ça se passe, si on entend les gens ou pas. Bon, on va voir, on va commencer par discuter avec le panel sur place et après on essayera de discuter avec nos VIP à l'étranger. Mais ils peuvent parler. Ok, donc on va commencer par quelque chose de simple. Voilà, donc en fait, vous savez qu'une des bonnes indications de la prothèse unique compartimentaire, c'est l'ostéonécrose du condyle interne. Et donc, du coup, les questions finalement sont relativement simples. Bon, vous voyez ici un exemple de nécrose du condyle, et en fait la question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir si déjà vous posez l'indication comme ça ou si vous demandez d'autres examens. Philippe Néret, qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, ce qui m'intéresse chez ce patient, c'est l'alignement, le poids, son attente, et je ne demande pas d'IRM. D'accord. Michel? Effectivement, les critères principaux, c'est plus l'alignement, le poids, mais moi je préfère quand même demander une IRM. Je demande systématiquement une IRM, autant pour des raisons intellectuelles que des raisons pratiques, mais j'aime bien quand même connaître la qualité de l'os, l'état des autres compartiments fémoro-patellaires, et je demande, ça fait partie de mon bilan systématique avant une PUC. Donc pour toi, tu fais l'IRM systématiquement sur l'usine. Ok. Jean-Louis? Moi, je lui demanderais une bonne radio, parce que là, on voit pas grand-chose. Au moins voir un petit peu plus, et puis surtout avoir un profil, également voir la rotule. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le cadre d'une ostéonécrose, mais dans le cadre de la réflexion sur une arthrose interne médiale, je pense qu'il faut avoir des radios de meilleure qualité et une goniométrie, parce que je pense que ça fait partie du bilan standard. D'accord. Sébastien, en fait, la discussion, c'est vrai, et Philippe l'a introduit d'emblée, parce qu'il sentait un peu venir l'affaire, c'est est-ce qu'on fait une IRM ou pas? Voilà, donc c'était un peu l'idée. Sébastien, dans ton pratique, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, tout a été dit. Notre bilan du genou standard, c'est face, profil, appui monopodal, des chousses, une vue axiale de rotule. Quand on commence à réfléchir à une indication d'uni, la télémétrie est importante. Puis après, il y a les critères cliniques. Effectivement, on ne peut pas parler de prothèse inus sans avoir une notion de BMI, c'est important. Après, il y a 2-3 choses à envisager aussi. Une femme de 72 ans, attention à la qualité osseuse, donc c'est important d'avoir des notions d'antécédents, de prise de médicaments particulières qui pourraient expliquer une fragilité osseuse, des corticoïdes. Un peu attention à l'alcool, attention à toutes ces choses-là. Voilà. Mais le bilan radio standard, face, profil, chousse, vue axiale, et après on discute l'indication avec la télémétrie. L'IRM, non, j'en fais pas systématiquement du tout. Ok. Harold, how are you? It's not very easy to have Aaron Ulaji? Yes, hello. Oh, how are you? It's a pleasure to have you here. Yes, hello.
Thank you so much. I'm missing the meeting. I'm missing being there. What do you think? Do you do another exam in this case? Do you do a MRI or not? Another exam in this case? Do you do a MRI? Yes, I think a weight-bearing X-ray, a full-length X-ray, and an MRI. And you use MRI systematically in your you use MRI systematically in your Yes, for most of my patients where I'm thinking that this is a pure medial osteonecrosis, or if it's pure medial OA, then I would do an MRI for most of these patients. Okay. Although the diagnosis, Roland, do you use an MRI? X-ray, but Roland, do you use an MRI? Hello. Yes. First of all, I want to say good morning, and it's a pity that we can't actually have the meeting face to face. My routine workup before considering doing a unit is having a full weight-bearing X-ray, a valgus stress X-ray, having a vertical view and a lateral view, of course. And in some cases, when I'm not sure, then I do an MRI, but I don't do MRI regularly. I don't think so there's any need. Okay, so we do an MRI and we see that. And the question is, what do you do? Do you do UK hair or you do TK hair? You change your indication? Maybe I can start, but I never really, I mean, you know, I do the planning, and I have never been in the situation where I actually changed, let's say, doing a uni into a total because I was surprised. I think if I'm concerned, an MRI will help you, of course. Yes, but in this case, you have a lot of edema. It's not a problem for you? Michel, si tu fais une IRM comme ça, est-ce que tu te dis qu'il y a une grosse nécrose et que peut-être tu vas finalement pas mettre une uni, ou est-ce que tu mets une uni quand même? Bon, l'œdème du spongieux n'est pas corrélé spécialement avec l'importance de la nécrose. Hein. C'est simplement que l'IRM était fait en phase un peu inflammatoire de l'ostéonécrose. Donc c'est une question plus de temps, de tempo des examens. Après, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré que l'œdème du spongieux et tout, au niveau condylien, ne compromet pas le pronostic d'une prothèse unique compartimentale. D'accord, donc en fait, tu t'attaches peu, le fait de faire une IRM, c'est plutôt pour faire l'étude du compartiment contralatéral, et plutôt que de juger de l'importance de l'œdème, quoi. Oui, enfin, encore que, les nécroses, par exemple, une nécrose du condyle n'est pas dommageable sur le plan de pronostic. En revanche, une nécrose du plateau tibial interne, pour moi, c'est une contre-indication d'une prothèse unie. Je ne fais jamais de prothèse unie sur une nécrose du plateau tibial interne, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'échecs, et moi, dans ces cas-là, je mets plutôt des prothèses totales, avec même des quilles volontiers un peu rallongées. Philippe, tu nous as dit que toi, tu ne faisais pas d'IRM. Et du coup, au vu de cette IRM-là, est-ce que tu as un commentaire à faire? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'en fais pas? Oui, j'ai plusieurs commentaires à faire. Le premier, c'est que l'œdème sur le condyle interne ne me préoccupe pas du tout. S'il y a un œdème sur le condyle externe, j'ai même vu une fois un patient qui avait fait une petite nécrose du condyle externe après, sans que ce soit une maladie hématologique ni rien. Mais ça n'a absolument pas dérangé, puisqu'il est en charge sur son condyle interne et sur son compartiment interne, donc il n'y a pas besoin de, même s'il y a des petites lésions du côté externe, ça ne dérange pas. Il peut y avoir des fois, Repicci a écrit que s'il y avait une lésion méniscale externe, c'est une contre-indication à l'uni interne. Je ne suis même pas sûr de ça. Ce qui m'intéresse dans cette IRM, c'est de voir qu'il y a des modifications sur le plateau tibial interne. Comme le dit Michel, moi je suis très réticent à faire une uni s'il y a une modification de signal sur le plateau tibial, bien que Nourrissin ait publié d'excellents résultats sur les nécroses du plateau tibial interne dans la RCO il y a à peu près 25 ans. Mais moi, donc, mon indication première, ce serait une uni interne. Maintenant que j'ai l'IRM et que je la vois, c'est pas ça qui va me gêner. Ce qui me gêne, c'est toute cette modification de signal sur le tibia. Et je me demande pourquoi il y a ça, si tu veux. Donc, j'essaierai plutôt de voir si dans le diagnostic, il n'y a pas quelque chose d'autre simplement que cette nécrose. Voilà.
D'accord. Peter, si on considère donc que c'est une nécrose, est-ce que toi d'abord tu fais faire des IRM systématiques ou pas? On n'a pas le son de Peter Verdonck, s'il vous plaît, en régie. Peter, je te repasserai la parole en attendant d'avoir le son. On a un problème de son et de retour de son. Jean-Loup? Moi, je fais les IRM systématiquement dans les indications des unis. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas eu le son au départ? Je fais systématiquement les IRM dans les indications pour les unis, oui. Ok. Et donc, du coup, quand tu vois une IRM comme ça, est-ce que tu te dis que tu vas faire une unie ou est-ce que tu te dis que peut-être tu vas passer à la totale et pourquoi? Non, pour moi, c'est une vraie indication pour unie. Néanmoins, il faut quand même faire gaffe. Certaines formes de condyles, les condyles très minces, très petits, pour moi, c'est une contre-indication. Il y a certaines pathologies liées à la forme du condyle interne et dans ce cas-là, s'il s'agit d'un condyle petit, pour moi, c'est une contre-indication pour une unie. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, Peter, pourquoi tu fais faire une IRM systématiquement dans ces nécroses? C'est pas dans les nécroses, c'est dans tous les cas pour une indication d'unie, pour évaluer les autres compartiments et le condyle et les croisés. Ok, merci beaucoup. Bon, on va avancer un peu sur ce dossier. Donc, du coup, l'idée, moi, j'étais pas parti pour faire une unie. Vous voyez l'abord qui est un abord de prothèse totale. Et c'était juste pour vous montrer l'image. Donc, on a vraiment un condyle qui était extrêmement mou. Alors, c'est vrai que quand moi j'ai pris la décision de faire ça, c'était plus sur la qualité osseuse qui me semblait pas top sur le condyle interne et j'avais pas trop pensé sur le plateau tibial. Mais en tout cas, du coup, dans cette indication-là, j'avais plutôt choisi de mettre une prothèse totale. Oh, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors? Non, l'avis, je l'avais d'emblée. Je m'étais dit, au vu de l'IRM qu'il y avait, que j'allais mettre une prothèse totale de genou, parce que moi, je trouvais que l'œdème sur le condyle interne était trop important et j'avais peur d'avoir une surface d'appui condylienne qui ne soit pas correcte. Et finalement, tu as mis une puce? Et j'ai mis une prothèse totale. Ah, totale. Voilà. En fait, la question s'adresse surtout à ceux qui étaient partis sur une unie. Est-ce que vous changez, au vu des constatations péropératoires, votre indication pour une prothèse totale? Jamais. Non, je crois que j'ai jamais changé d'indication en péropératoire. On met tout en œuvre avant pour avoir un diagnostic de certitude. Et une fois, en fait, je ne sais pas combien tu as coupé, Roger, tu vois en distal, tu as coupé 8-9 mm et tu étais en os sain. Sur une unie interne, tu vas couper 6. Et en fait, on a des grosses nécroses. Et puis une fois qu'on a fait la coupe distale, on est assez surpris. On se retrouve rarement avec un gros défect, en fait. Oui, c'est très stable après. Moi, j'ai jamais vu une seule fois un enfoncement du condyle quand on avait une ostéonécrose. On a publié ça avec Peter Verdonck et avec Elvire Servien et Sébastien. Et je suis étonné que Peter il fasse des IRM maintenant. Et au final, qui mettrait une prothèse unie là-dessus? Non, je voulais simplement te poser à Roger Badet la question suivante. Pourquoi il était parti effectivement pour une prothèse totale, mais pourquoi il n'a pas mis une unie compartimentale? Alors certes, tu avais un geste un petit peu plus invasif du point de vue bois d'abord, mais pourquoi tu n'as pas changé ton indication? Non, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que j'étais parti sur mettre une prothèse totale, j'ai fait un abord de prothèse totale, et pour ne rien vous cacher à l'époque, parce que ça remonte un peu, c'est une époque où je mettais des prothèses de resurfaçage, et donc du coup, j'avais pas de prothèse à coupe. Donc on reviendra sur cette discussion après. Et donc c'est ça qui m'avait finalement poussé à faire une prothèse totale. Et j'ai pas du tout eu l'idée, au vu de ces constatations-là, et avec un resurfaçage, de faire autrement que la prothèse totale, au moment où j'y étais, quoi. Mais qui aurait mis une PUC alors Tout le monde. D'accord, tout le monde. Et la même patiente à 85 ans. Qu'est-ce que vous faites? Pareil?
Ouais, pareil, je pense que la limite d'âge, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur la limitation d'âge, parce qu'on peut opérer des gens de 85 ans qui ont des arthroses, ce que moi j'appelle la maladie unicompartimentale interne, c'est avec très peu de déviation axiale, une espèce d'image en fémorotibial médial avec des signes parfois d'IRM qui sont très chauds, et sur lequel effectivement l'unicompartimental ça marche très très bien. Mais l'âge, pour moi, c'est pas une limite. En haut, alors en bas, oui, mais en haut, non. Philippe Cartier, il avait une bonne expression que tu as fait tienne, j'en suis sûr, Michel. C'est que l'uni interne, c'est la ménisectomie interne du vieillard. Oui, mais moi je ne suis pas totalement d'accord. Et quand tu regardes les résultats des publications des registres, que ce soit le registre australien ou le registre britannique, quand on regarde le taux de survie d'une prothèse totale versus une prothèse unie chez les patients de plus de 80 ans, le ratio, il est de 1 à 5. Même plus pour le registre britannique, il est de 1 à 8 dans le registre britannique. Or, quand tu opères quelqu'un de 85 ans, le but, c'est de plus jamais avoir à y retourner. Et quand même, on a 5 fois plus de risques d'y retourner avec une prothèse unie. Et 8 fois plus dans le registre britannique, quand même. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que moi, mettre une prothèse totale dans une situation comme ça, je sais que j'aurai un moins bon résultat qu'une unie. Et c'est des résultats sensationnels d'unie, les nécroses. La seule, limite dans ces choses-là, c'est l'axe. Et on a de temps en temps des patients à qui on se dit, on a envie de mettre une unie parce que c'est une belle nécrose et on sait que ça ira bien. Et la télémétrie nous fait douter, voire même me fait poser une indication totale parce que je retrouve avec un petit peu de valgus et je ne commets pas, entre guillemets, l'irréparable de dire je mets une unie même si c'est une nécrose et qu'il y a un petit valgus. Voilà. C'est la seule chose. Le reste, l'âge, on a, en termes de survie, nous, dans notre expérience, ça n'a pas d'impact négatif. Attention au tibia, je suis d'accord avec toi, mais sur une nécrose du condyle interne, ça ne me fait pas changer mon indication. Moi, je crois aussi que les registres, ça donne une vue vraiment très limitée. Parce qu'à 85 ans, premièrement, comme le disait tout à l'heure Sébastien Marthe, tu ne vas peut-être pas le réopérer d'une prothèse telle du genou s'il va mal. Et deuxièmement, la morbidité, elle est rarement expliquée et les complications dans les registres. Donc, il faudrait peut-être des fois prendre un petit peu de distance par rapport aux registres, surtout chez les Australiens et les Anglais. Oui, alors justement, moi j'adore les unis, mais c'est pour juste pousser un peu le bouchon. Michel, près et je suis content que le micro pour que bien ils t'entendent. Je suis content que comment? Non, je te dis, parle bien dans le micro parce qu'autrement ils ont des problèmes pour entendre à l'étranger. Je suis content que Andrew Price est ici, parce que personne ne cite jamais les résultats précis de l'étude TOPCAT, l'étude britannique prospective sur un groupe de chirurgiens experts en PUC et en prothèse totale, et ils ont analysé les résultats au bout de 5 ans, 10 ans, c'était publié dans le Lancet en 2019. Et chaque chirurgien pouvait poser les prothèses qu'il avait de son choix, qu'il avait l'habitude de poser. Et au bout de 5 ans, les résultats fonctionnels entre prothèses unies et prothèses totales sont exactement superposables. Que ce soit en termes de score de Oxford, de score de pratique sportive, de score de qualité de vie, de score de satisfaction, et les scores sont exactement identiques. Il n'y a aucune différence significative. La seule différence, c'est que si on demande au patient est-ce que vous referiez l'opération ou la conseilleriez à quelqu'un, il y a un tout petit peu plus pour les PUC. Et la conclusion de l'étude, c'est que pour des raisons économiques et des raisons organisationnelles, la PUC est préférable à la prothèse totale. Mais ce n'est pas tellement en termes de résultats fonctionnels. Or, on dit toujours, oui, la prothèse unie donne des meilleurs résultats fonctionnels. Mais est-ce que c'est vrai réellement avec les prothèses modernes? Et j'ai une question pour Sébastien Marthe. Parce que, effectivement, tu défends beaucoup la prothèse unie. N'empêche que, dans les graphes que tu as montrés, dans tes histogrammes, depuis 2014, on voit que le nombre de PUC diminue, le nombre de prothèses totales augmente, et le ratio prothèse totale, prothèse unie a complètement évolué en inversement depuis 6 ans. Quoi. Effectivement, notre nombre de total a augmenté, notre nombre d'unis est stable. Alors, faire attention, on a des chirurgiens qui partent à la retraite, des jeunes chirurgiens qui arrivent, et puis qui sont vite convertis à la pratique de l'uni. Donc au début, sur des indications, ou peut-être des chirurgiens qui sont depuis plus longtemps dans le centre, mettraient des unis, des chirurgiens qui arrivent mettent plutôt une totale, et puis rapidement ils sont convertis. C'est ce qui fait un petit peu le côté aléatoire, mais de façon assez simple, on met entre 25 et 30% d'unis dans le service, et ça reste comme ça. Par contre, effectivement, nos chiffres de 2000 à 2010 nous ont fait peur, c'est-à-dire que 50% d'unis dans un service, attention, il faut se poser la question
parce qu'il y a peut-être trop d'indications d'uni. Est-ce que les totales ne donnaient pas des très bons résultats et du coup on poussait les indications d'uni parce qu'il y a certains chirurgiens qui préféraient avoir un mauvais résultat d'uni qu'un mauvais résultat de prothèse totale. Voilà. Non, aujourd'hui, je crois que les indications sont un peu raisonnées, on est devenu un peu plus raisonnable, mais ça nous fait quand même poser 25 à 30% d'uni. Ça dépend aussi du patient qui vient consulter. Peut-être qu'en fonction des régions dans lesquelles on travaille, les patients ne sont pas les mêmes. Ok, on voit que ça anime, hein, la discussion est animée, et donc on va passer sur le deuxième cas clinique qui va aborder une deuxième problématique assez spécifique de l'uni, c'est les problèmes ligamentaires et la prothèse unie. Donc voici deux dossiers, le cas d'une patiente de 75 ans et celui d'un homme de 70 ans. Donc voici uniquement des radios. Alors d'après vous, enfin ces deux patients pour vous, est-ce que c'est la même chose? Monsieur Néret? Non, on voit bien qu'il y en a un qui a qui a développé une arthrose sur l'axillité antérieure chronique, celui qui est situé sur ma gauche à moi, 75 ans, et l'autre, il a développé une arthrose fémorotibiale interne sans qu'on en connaisse l'état du ligament croisé antérieur. Si on veut vraiment connaître l'état du ligament croisé antérieur, l'examen clinique est insuffisant dans ces cas-là. C'est-à-dire que les Américains, ils ont très bien montré dans la Knee Society qu'il fallait faire une IRM pour savoir l'état du ligament croisé antérieur. Et ensuite, on reviendra à l'indication. Voilà. Donc ces deux patients, effectivement, sont laxes. Du coup, alors est-ce que vous allez les manager de la même façon sur le plan chirurgical? Andrew Price? Are you going to manage them? Do you manage the patient? Is it the same cases for you? Do you propose the same surgery for both patients? Hi guys, was that a question to me? Hi guys, was that a question to me? I can't quite hear. Problème de son. On va peut-être demander à Sam Ouzdi. Bonjour, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui, bonjour. Ah oui, parce qu'on a perdu en fait à l'écran la salle, donc on ne sait pas tout à fait ce qui se passe. Il y a aussi des cours ici, donc difficile à comprendre. Écoutez, ce ne sont pas les mêmes patients, les radios sont bien différentes. La laxité, je n'ai pas tout à fait entendu ce qui se passe pour la deuxième radio. S'il y a un problème de croisé aussi. Actually, I didn't really understand what was said if there is. Donc en fait, il s'agit de deux patients qui ont une arthrose interne et les deux sont laxes cliniquement. Donc la question était, est-ce qu'on va les traiter, déjà est-ce que le diagnostic est le même et est-ce qu'on va les traiter de la même façon? Est-ce qu'on peut leur proposer le même traitement à tous les deux, quoi? Et quel traitement? Consider doing a uni. If the translation for the patient on the right is reducible, then if I'm feeling very excited about unis for that patient, I might consider doing a ACL reconstruction at the same time with a uni. But to be honest, I'm not too fussed about doing total knee replacements for them if they've got issues like that. Jean-Louis? Hi. Oui, moi, il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu, c'est que sur la première radio, effectivement, c'est évident qu'il y a une rupture du ligament croisé antérieur, il y a des traces de la chirurgie, il y a une translation antérieure du tibia. Sur la deuxième radio, a priori, on ne fait un diagnostic que sur la radio, et l'examen clinique, pour moi, il est fondamental. C'est-à-dire que même si c'est un sujet qui a 75 ans, qui est arthrosique, on doit l'interroger pour savoir s'il a eu des antécédents traumatiques, entre guillemets, au niveau du genou, une rupture ligamentaire, et puis surtout l'examiner, parce que je pense qu'on va retrouver un tibia en extension, même si c'est un patient qui a de l'arthrose. Donc on va tout de suite savoir si on se retrouve avec une arthrose interne, avec ou sans rupture du ligament croisé antérieur. Donc les deux patients sont laxes?
Comment? Les 2 patients sont laxes. Celui du bas également, cliniquement. L'axe en antéro-postérieur? Oui, oui. Moi, je pense qu'à 70-75 ans, la question d'une reconstruction associée du ligament croisé antérieur avec une prothèse, pour moi, elle ne s'oppose pas. Pourtant, je suis plutôt partisan des PUC, mais quand on a un diagnostic préopératoire d'une laxité antérieure chronique, il faut avoir des arguments pour construire le croisé à 70-75 ans. Pour moi, ça ne le justifie pas. Après, on va dire ils sont plus jeunes. Quand on a une translation antérieure fixée du tibia, difficile de remettre le tibia sous le fémur avec une reconstruction du croisé. On n'en a pas fait beaucoup, mais c'est là où on n'a pas forcément des très bons résultats. Et c'est pas terrible pour la survie de l'implant. Et puis après, la question suivante, c'est voilà, on est passé à côté d'une laxité à l'examen clinique, on n'a pas fait d'IRM, on se retrouve en péropératoire avec un croisé défaillant. Donc ça, c'était la question suivante. J'imagine bien. J'imagine bien. Ça dépend de l'âge, clairement. Chez quelqu'un de jeune, on ne peut pas mettre une PUC sans croisé, donc on reconstruit le croisé. Voilà, ça nous est arrivé moins de 5 fois en 20 ans, donc c'est très rare. C'est pour ça que l'examen clinique, si on a un doute, il faut faire une IRM. Après, il n'est pas rare de retrouver à peine quelques fibres lors de la chirurgie. Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément quelque chose à retenir, mais un peu moins de pente chez quelqu'un qui a une demande fonctionnelle peu importante et qui n'a pas de translation sur le profil. Ça, c'est très important en appui monopodal. Eh ben, on n'a pas eu de catastrophe. J'ai eu un patient que j'ai opéré à 80 ans qui avait une radio comme ça. Pendant l'opération, j'ai vu qu'il n'y avait pas de croisé. Je me suis dit, j'ai fait pire, donc je vais mettre une unie. Et bien 2 ans après, il était dans une translation tibiale antérieure très importante, à 82 ans, avec des douleurs, et il allait très mal. C'est pour ça que c'est vraiment pas à conseiller. Il faut tout mettre en œuvre pour faire ce diagnostic en préopératoire. Après, encore une fois, 70-75 ans, on est vraiment au milieu. En général, voilà. Et c'est vrai que faut tout mettre en œuvre pour faire ce diagnostic en préopératoire. Est-ce qu'il faut changer d'indication en préopératoire? On commet parfois peut-être l'erreur de mettre une PUC dans ce cas-là. Et des situations comme tu parles, on n'en a pas eu beaucoup. Sinon, je pense qu'on ferait pas ça. Ce qu'il faut, qu'on n'a pas signalé tout à l'heure, qui est très important à mon avis dans la FTI, c'est de bien faire les clichés en valgus forcé. Et ce qu'avaient montré les journées du genou de 91, c'est quand les patients avaient une rupture du ligament croisé antérieur, la déformation était beaucoup moins souvent réductible. Donc elle est beaucoup plus souvent fixée. Donc si on a une bonne réductibilité, c'est vrai qu'on peut se laisser abuser, on fait une unie. Et c'est très difficile de changer d'indication. Moi, je suis comme Michel, j'aime pas changer au milieu d'une opération l'indication opératoire. Donc c'est un dilemme, mais il faut pas penser qu'en changeant la pente tibiale, etc., ça va aller bien. Ça, pour moi, c'est du baratin. À propos du changement d'indication, moi je voulais savoir, mes chers collègues, si vous informez vos patients avant l'intervention en disant ben voilà, je vais vous mettre une petite prothèse, parce que les gens ils comprennent bien la terminologie de la petite prothèse, ou je vais vous mettre une prothèse totale, mais je vais a priori vous mettre une prothèse unique compartimentale, mais s'il y a un souci technique ou quelque chose que je découvre en péropératoire, je peux éventuellement changer et passer sur une prothèse totale. Je voulais savoir si vous leur donnez l'information ou pas. Moi, je leur fais avant l'opération un bilan complet, justement. C'est pour ça que je fais une IRM systématiquement avant toute décision de PUC et des clichés dynamiques. Et je fais un bilan de faisabilité de prothèse unie et j'informe le patient avant de ma décision basée sur le bilan. Mais je ne change jamais en péropératoire. D'accord. Donc tu leur dis pas, il y a 80% de chances que je vous mette une unie. À la consultation, je leur explique bien la différence entre les deux. Je leur dis on va faire un bilan de faisabilité parce que d'après les données cliniques, je pense qu'on devrait pouvoir mettre une PUC, mais je vais quand même faire un bilan pour confirmer. Et ensuite, je programme une prothèse totale ou une prothèse unie. Et une fois que j'ai tout le bilan, je leur confirme, je leur écris pour leur confirmer. D'accord. Et je change jamais une indication en péropératoire. Est-ce qu'il vous arrive de mettre quand même une prothèse unie chez un patient qui a une rupture du ligament croisé, par exemple sur l'IRM, mais qui a une arthrose centrée qui ne se plaint pas d'instabilité? Alors ça dépend si on parle de rupture du ligament croisé antérieur ou de lésion dégénérative du croisé antérieur. Lésion c'est complètement dégénérative. Différent. Hein. Un patient qui a une vraie rupture traumatique du croisé antérieur, il a pratiquement toujours une laxité à l'examen clinique. En revanche, il y a beaucoup de patients stables
qui ont un croisé dégénératif sur l'IRM. Là, la décision est parfois un peu plus difficile à prendre. Personnellement, je me base avant tout sur la laxité et sur la stabilité sur le cliché de profil en épimonopodal. Et après, la seule petite chose, le cas qui est un peu difficile, c'est les patients qui ont des ballonnisations du croisé antérieur, des dégénérescences kystiques du ligament croisé antérieur, parce que quelquefois c'est douloureux en soi, et c'est toujours un peu embêtant de mettre une prothèse unie avec un croisé antérieur ballonnisé, entre guillemets. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une très bonne remarque, ça, Michel. Mais ceux-là, ils ont mal en flexion. Exactement. En hyperflexion, ils ont mal dans le creux poplité derrière. Donc ceux-là, voilà. C'est comme ça que je les élimine. Tout à fait d'accord. Mais quand il y a de l'arthrose, c'est pas si facile que ça de faire la part des choses quand même. Si on a un croisé antérieur dégénératif, c'est qu'on a déjà une arthrose qui est relativement évoluée. Hein. Moi, je pense que, enfin, pour moi, la contre-indication absolue du NI, c'est la rupture du croisé antérieur. Alors, effectivement, l'IRM est intéressante dans le bilan préopératoire pour être sûr et certain que le croisé antérieur est bon ou pas bon. Mais sur une arthrose un peu évoluée, Philippe insistait tout à l'heure sur les clichés dynamiques. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la réductibilité, même clinique. C'est-à-dire que vous voyez si votre patient, vous êtes capable de le réaxer, de corriger un petit peu la déformation d'usure. Si par contre vous n'arrivez pas à corriger la déformation d'usure, c'est une arthrose relativement évoluée qui peut rentrer dans le cadre d'une lésion dégénérative du croisé antérieur. Mais moi là je ne mets pas une unie, je mets une prothèse totale. Okay, Aaron, what do you think? Do you do UKA with anterior cruciate ligament tear, or you don't do that? I think we have to tailor it to the patient's medical condition as well, his own requirements. Is he a low demand patient? Is he a very active 70-year-old? If he's a low demand patient with medical comorbidities, I might consider doing a uni, a fixed bearing uni, and change the slope to take care of any ACL laxity or instability. If it's really very unstable after removing the osteophytes, then I would convert it to a total knee replacement. If it's a high demand patient, I would do a total knee replacement because I'm not sure with that much of laxity and instability, especially the X-ray on the top, the upper patient, especially in that, I would have a very low threshold to convert to a total knee replacement if he's an active 70-year-old. Okay, Roland, it's the same question. Do you use sometime UKA with anterior tear, with anterior cruciate ligament tear? Yes, we published a series actually with uni and ACL, and I think in younger patients, I do a uni and an ACL. What I'm not doing, but even I'm aware about the studies from Oxford, which showed actually even in ACL insufficient patient quite good clinical outcomes using the uni. Normally I'm not doing this. If there's increased AP instability, then I really consider uni, I do it in combination with an ACL. Basically, it's a combination of the two procedures and the clinical outcome which we found are really successful. Okay, and Andrew, what do you think? Yes, so hi guys, and thanks for inviting me to be part of this. I would be exactly the same as Roland. I think there's clinical assessment required of the patient, but I'm anxious about performing unicompartmental replacement when there's lack of function of the ACL. And in this patient, particularly if they're not high demand, then a total knee replacement is a good operation. And you always have to be wary of if you push the indications further, you'll have a greater number of failures. So you need to be mindful of that. And you also need to discuss it with the patient, and they will have a view as to where they fit into that spectrum. But if the patient's older, I wouldn't do uni and ACL reconstruction. I would do a total knee replacement if I was concerned about the instability. Je peux faire une remarque, s'il te plaît? Oui, vas-y Philippe, je t'en prie. Si on regarde le patient là en bas, avec son arthrose,
vous conviendrez que le genou n'est pas translaté en avant. Pourquoi il n'est pas translaté en avant? Parce qu'il a une corne postérieure du ménisque interne. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire l'uni interne? On va le déstabiliser. Et ensuite, il sera en translation tibiale antérieure, beaucoup plus souvent. Donc, pour éclaircir un peu le débat, parce que c'est quand même l'idée, hein, c'est est-ce qu'on peut se permettre ou pas, dans certains cas, et on va avoir deux niveaux de réflexion, de faire l'uni sans croisée antérieure, ou deuxième question, est-ce que si on a une uni à faire, il faut systématiquement refaire le croisé antérieur si le croisé antérieur est déficient? Donc je vais vous poser une question au panel, à tout le monde. Donc dans votre pratique, est-ce que vous considérez que avoir une rupture du croisé antérieur, c'est une contre-indication à l'uni? Ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 contre 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est pas totalement. Donc, deuxième question, pour ceux qui ont répondu qu'ils allaient faire une uni, est-ce que le fait d'avoir le croisé antérieur rompu nécessite systématiquement de le reconstruire? Donc quels sont ceux qui pensent que quand il y a un croisé antérieur cassé et qu'on fait une uni, il faut systématiquement reconstruire le croisé? Il faut lever la main. Mais Please, when you have an anterior cruciate ligament tear, do you think that it is necessary to reconstruct the anterior cruciate ligament with UK hair? Hein? D'accord. Bon, donc en gros, ça continue à être pas très simple. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui sont fervents défenseurs de l'idée que quand on a un croisé antérieur... Oui, Roland. On the clinical side, if there really is an increased instability, then we have to fix it. That's my opinion. But if there's not really significant AP instability, then probably you can even do the uni. So we have to distinguish, it's not just saying there's a torn ACL, you have to do an ACL construction. It depends really from the clinic, especially when you have the indication for unicompartmental arthroplasty. It depends really symptoms of the patient, it's very crucial. Okay. And then you do your diagnosis, and then you decide what you have to do. So I'm not like black and white, ACL is torn, I have to fix it. So it depends really from the situation of the patient. Andrew? I'm back on, yeah. So again, I would agree, you have to take each patient individually, but I'd also step back slightly and say that, the vast majority of people you're going to treat are not going to be an ACL deficient patient. So we're talking about a small group of people, and depending on whether they're high function, low function, how unstable, and their view about risk, because you'd have to warn the patient that they've probably got a higher rate of failure if you do a mobile bearing with an ACL deficient knee. So we fought very long, it's taken decades to get people to be more interested in partial knee replacement. And we've always said you need to do it when the ACL is intact. And that is because there's quite a lot of evidence that that's where you'll get the best outcome. So it's a great discussion, but remember this patient is not your typical patient. And if you want to do ACL reconstruction, okay, that's fine. But total knee replacement in this person, if they're not high demand, will have a very good outcome. Okay, Roland? Practice a patient, who has an insufficient ACL. A mobile bearing would for sure be a contraindication. So yeah. I'm doing fixed bearing on a regular basis anyway, but specifically in these patients, I would not consider doing a mobile. Ok, donc il faut qu'on passe une petite conclusion peut-être sur ce croisé. Donc grosso modo de ce que l'ensemble des personnes disent, on peut retenir que certains sont fondamentalement persuadés que quand on a un croisé antérieur, il ne faut pas mettre une prothèse unie, ça représente à peu près, on va dire, 40 à 50% de notre panel. Et ceux qui, à un moment, se permettent de mettre de l'uni, finalement, lorsqu'il y a une rupture du croisé antérieur, il faut, que, bien sûr, l'arthrose ne soit pas fixée,
2, que le malade n'ait pas de signe d'instabilité. Et 3, si vous utilisez en gros une prothèse, il ne faut pas utiliser un plateau mobile. Voilà, donc c'est peut-être un peu de ce qu'on pourrait dire de la discussion. Philippe ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure que comme ça. Non, il n'y a pas que comme ça. Mais... Je vais te dire pourquoi, Roger. Moi, je crois que pour tous ceux qui font de la chirurgie du ligament croisé antérieur, ils savent que le ménisque interne fonctionne avec le ligament croisé antérieur. Oui. Et que si on veut avoir une laxité qui est bien contrôlée, il faut que ça soit relevé en arrière. Donc il n'y a pas beaucoup de prothèses qui sont relevées en arrière, à part la prothèse Oxford. Dans tous les autres cas, la greffe du ligament croisé antérieur, elle est sollicitée de façon excessive s'il n'y a plus de corne postérieure du ménisque interne. Donc il y a un stress qui est très anormal chez les gens qui sont jeunes, pour lesquels on fait cette opération combinée. On sait déjà qu'il y a des laxités résiduelles quand on fait le croisé antérieur. On a enlevé toute la corne postérieure du ménisque interne pour mettre la prothèse unie. Moi, je pense que voilà, ça donne un stress anormal sur la greffe du ligament croisé antérieur. Et jamais personne parle des deux à la fois. Alors, je te remercie d'en parler, mais tu fais en l'occurrence partie des gens qui ont dit qu'ils ne refaisaient pas la prothèse unie en rupture du croisé. Donc, toi, tu es évidemment avec tes arguments fondamentalement convaincus de ça, et évidemment, tout ça, c'est entendable. Mais si d'aventure certains, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut conseiller, mais on voit quand même certains qui, depuis de nombreuses années, font de la prothèse unie sur des croisés antérieurs cassés avec une arthrose centrée, et qui finalement ont des résultats corrects. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a le groupe Oxford qui fait ça, qui a publié, mais ils sont relevés en postéro-interne, puisqu'ils sont convexes. Mais il n'y en a pas tant que ça qui ont publié là-dessus des bons résultats. Et je te dis, c'est une question de raisonnement. Oui, puis moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une confusion quand on parle de ligaments cassés. Parce qu'il y a les vraies ruptures traumatiques, il y a les lésions dégénératives. On parle, tout à l'heure, tu parlais de croisées déficientes. On mélange un petit peu les mots. En fait, je pense qu'il y a un consensus ici pour dire que ce qui est important, c'est la laxité. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Par exemple, quelqu'un qui a été opéré d'un croisé, qui a un genou stable, moi j'ai aucun état d'âme à lui mettre une prothèse unie, et ça va très bien. Bien sûr. Hein, en revanche, quelqu'un qui a eu un croisé cassé, opéré, mais qui a une translation tibiale antérieure comme ça, on est sûr à 100% que c'est un échec si on met une prothèse unie. Et quelqu'un qui a une rupture du croisé non opéré, si dès l'axe, tu peux pas te permettre de mettre une prothèse unie comme ça. Enfin, je suis d'accord, Michel, mais les greffes du ligament croisé antérieur, pour ceux qui en font, on sait bien qu'il y a une laxité résiduelle plus importante si on enlevait tout le ménisque interne. Bien sûr. Oui, donc ça revient à ce que tu dis au début, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de laxité. Exactement. La clé, donc c'est quasiment impossible. Voilà, et je suis 100% d'accord. La clé, c'est la laxité. Et on raisonne trop en fonction des IRM, des lésions anatomiques, des trucs comme ça, et des ligaments déficients. Mais non, c'est soit il y a de la laxité, soit il n'y a pas de laxité. Point. Ok, on va passer à un cas clinique suivant. Donc assez rapidement, on va parler des excès de contraintes qu'on peut avoir, qui peuvent nous gêner dans les résultats de la prothèse unie. Le premier point, c'est le poids, enfin le BMI, qui est sans doute un meilleur reflet du poids. Donc quelle est la limite ? Dans la littérature, il n'y a pas de limite formelle. Donc après, c'est chacun son appréciation de la chose. Est-ce que vous avez chacun ici une limite officielle, un chiffre à ne pas dépasser ? Pour une unie interne. Jean-Louis ? Enfin, je dirais pour moi non, mais des super obèses, il n'y en a heureusement pas beaucoup dans notre région. Mais bon, un BMI à 40, moi ça ne me gêne pas de mettre une unie. Mais ils sont informés quand même qu'ils prennent un peu plus de risques. C'est comme le tabac, hein. Si on ne peut pas les faire maigrir, on ne peut pas leur faire arrêter le tabac. Et ils sont simplement informés qu'ils risquent un peu plus que les autres. Donc un BMI autour de 40, max. Monsieur Néré ? Pour moi, ce n'est pas que le BMI, Caroline. C'est la combinaison du BMI et de l'alignement. Donc, ça va être le moment varisant résiduel. Et donc, le BMI, c'est très important parce que la tolérance de la prothèse, du positionnement, elle est très diminuée s'ils ont un BMI important. Mais peut-être qu'avec les systèmes robotiques, on peut avoir une précision telle qu'on peut un tout petit peu étendre les indications sur un surpoids. Mais ça va dépendre de l'espérance de vie des gens, du niveau d'activité et de l'alignement, pas simplement le BMI.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne peut pas envisager le BMI de façon isolée. Ça va dépendre de l'axe final du patient et du coup des contraintes qui vont exister sur ce genou, et notamment au niveau du plateau tibial interne. C'est pour ça aussi que le sexe du patient est important, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup de la femme porotique obèse. Pour moi, j'y vais pas. On a fixé, nous, une limite à 35 de façon assez arbitraire, mais c'est vraiment l'axe final qui est important. Attention aux imprécisions techniques, ces gens-là, ils ne tolèrent pas une coupe tibiale un peu trop profonde, pour deux raisons. On se retrouve dans un os mauvais et la surface du coup de contact sur laquelle reposent les contraintes est plus faible et on met des plus petits implants. Donc ça ne tolère pas des coupes profondes. Peter? I think this is a very important discussion. For me, the BMI is important, the alignment is important, but what the last speaker said, the most important bit is the weight over the size of the knee. And we call it in Antwerp, it's the Verdonk index, but it's just, everything is ruled by the weight over the size of the knee. So typically females will have a very small knee, rather obese. That obesity over a small knee kills the uni. I think that is a very interesting concept that is not, doesn't get enough attention. It's the weight of the patient on the size of the surface of the knee. Andrew? Yeah, no, it's a really interesting topic. All I can say is that the data we had when we studied, we teamed up with guys in the States, and we found no difference in survival between any of our obesity groups. I'm not certain of anybody else who's published in that very, very high obesity group like that. So what was interesting about them is that in terms of implant survival, there didn't seem to be any difference. They gained in proportion the biggest increase in Oxford knee score post-operatively. The issue is, like all obese people, that they have a higher rate of complications from arthroplasty. So given that uni is associated with a lower risk of post-operative complications, actually there's a good argument for saying in these people a partial knee replacement is a good option. I take Peter's point that I'm sure that technically the weight over the knee, I can see that as an issue. That means you've got to do the procedure technically correctly, so that you've left enough size, especially in the small knee, for a big enough tibial component. But we tend to be data driven, and we haven't seen any differences between our BMI groups, so it's not a contraindication for us. Thank you. Arun? I'd like to echo the same views as Andrew, because we are doing a lot of unis in patients more than 35 BMI, quite a few over 40 BMI as well. The key is really to make sure that, and I do mobile bearings for these. I wouldn't do a fixed bearing in the obese, because I think the reported results are poorer for fixed bearings. But I think the long-term data for mobile bearings, as Andrew mentions, is much better in the obese as well. And the important thing technically is to make sure that you place the largest tibial tray possible for that particular patient. You should not take on patients with a very severe preoperative deformity. HK more than 10 or 12 would be a greater risk, because the weight-bearing axis would go through zone 1 rather than 2. I would rather have the alignment coming through zone 2 in these patients. And of course, you've got to make sure that these patients, particularly the females, and in our country and in Asia, they often have vitamin D deficiency. So you've got to make sure that besides osteoporosis, they also don't have osteomalacia, and we treat these beforehand. Thank you. Sam, what do you think about BMI?
So the thing I'd make there, the point I'd make is really that although the biomechanics we've talked about in terms of axis and the pressure over a smaller area in the proximal tibia, by definition, this is a reasonably sedentary population. If they were very physically active, they might not have a BMI over 40. And so the exposure to risk, in other words, the number of steps, etc., they're taking is probably a little bit less. And so if you put all of those parameters together, I don't see that BMI alone is a contraindication for much, actually. So I think not an issue as long as it's done correctly. For me, that's looking at the axis intraoperatively, and I think it's a great indication for technology, actually, not just doing it by eye, but having some numbers on a screen somewhere that can help you with the long limb axis. Ok. Ok, thank you very much. On va être obligé d'arrêter la session parce que on est un peu timé. Andrew, Roland, Harold, all together, thank you very much for your presence. It's difficult for us because they are not very fluent, but we try to do it. And thank you very much for you to be here. Ciao, see you later. Voilà, donc on va avoir une pause. On va essayer de faire le timing vraiment précisément. Et donc on reprend dans une demi-heure.